Le Bornibus Café est un rendez-vous d'échange et de débat, où des habitants volontaires peuvent interpeller et poser leurs questions à des invités spécialistes, sur des thèmes de société qui les concernent. Comme dans toutes les rédactions, lors de la préparation de l'émission, nos citoyens experts ont potassé leur sujet. Joël Roman est philosophe. Il a créé une association qui s'appelle Islam et Laïcité. Il prône un multiculturalisme à la française. Le deuxième intervenant, c'est Yann Ismail. Yann Ismail, c'est un jeune intellectuel et islamologue français qui a fait une partie de ses études à l'université du Koweït. Personne qui voit par exemple un musulman ou un juif qui vont tout de suite juger, qui vont le regarder de travers et voilà, je trouve qu'il faut arrêter de faire ça. Dans leur quête de vérité, ils sont aidés par notre dispositif exclusif, le détecteur de langue de bois. Ce dernier s'allume dès qu'un invité essaye de les embobiner. Avec le Bornibus Café, les citoyens éclairés ont enfin la parole et posent leurs questions. Bonjour. Le 9 décembre 1905, la France adoptait la loi sur la séparation des églises et de l'État. Ceci en faveur d'une laïcité sans excès. La laïcité, cette neutralité du service public de l'État, c'est aussi la liberté de croire ou ne pas croire, la liberté de conscience, la liberté de changer de religion si on en a une, la liberté dans la limite de l'ordre public, dans la limite où il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'autrui, de manifester ses convictions. Mais pourquoi cette notion à laquelle les Français sont tant attachés est depuis quelques années au centre des débats politiques, des débats publics, des débats religieux? La loi n'est-elle pas suffisamment claire pour que le vivre ensemble soit une réalité parfaite ou positive? La religion dans l'espace public, c'est quoi le problème? C'est le thème de cette émission. Madame, Monsieur, bienvenue au Bornibus Café. Nos invités du jour, Joël Roman, philosophe, président de l'association Islam et Laïcité, et je rappelle que Joël Roman prône un multiculturalisme à la française. Yann Ismail, chercheur en islamologie à l'Université de Strasbourg, islamologue français. Yann Ismail, bonjour. Bonjour. Joël Roman, bonjour. Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau numéro Bornibus Café. Alors, d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut dire qu'il y a assez de divergences ou trop de divergences autour de la laïcité en France? Joël Roman. Trop de divergences, je ne sais pas, ou assez, ce n'est pas un problème de quantité de divergences. Oui. Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, la loi, elle énonce une liberté fondamentale. Après, il y a différents arrangements, mais fondamentalement, c'est une liberté. C'est une liberté qui est la liberté de religion, qui est la liberté de conscience, qui est la liberté de culte, donc, et qui organise en quelque sorte la place de cette liberté et des individus croyants dans l'espace public. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est ça qui gouverne fondamentalement l'idée de la laïcité. C'est cette idée de liberté. Donc si on comprend que la laïcité, c'est d'abord une liberté personnelle, mais aussi une liberté publique, d'une certaine manière, eh bien, à ce moment-là, effectivement, je crois qu'il y a aujourd'hui en France un certain nombre de gens qui ont tendance à brandir la laïcité un peu hors de propos, afin uniquement de chercher ce qu'ils peuvent interdire au nom de la laïcité. Ce qui me paraît être, à bien des égards, une mécompréhension de ce qu'est essentiellement la laïcité. Et que dit Yann Ismail? Oui, je rejoins le propos de Joël Roman. La laïcité est un principe qui est ancré historiquement. Il est globalement accepté par l'ensemble des acteurs sociaux et des acteurs de la société civile, mais on se rend compte depuis un certain nombre d'années qu'il y a une tendance qui est présente chez certains journalistes, chez certains faiseurs d'opinion, chez certains politiciens, qui a pour objectif de modifier, ou même j'utiliserai le terme falsifier, le sens profond de la laïcité dans ses fondements, dans ses finalités et son esprit, dans un sens liberticide. Et ceci non pas à la lumière de ce qu'est la laïcité historiquement, mais à la lumière de motifs idéologiques ou politiques.
Ok, mais le Burnies Buzz Café, c'est 2 plateaux, donc c'était le premier plateau. Nous allons rejoindre nos invités et les citoyens témoins pour le deuxième plateau. Je vous invite. Merci. Le monde, l'homme et ses croyances. Oups. La France, ses lumières, sa laïcité. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, force est de le reconnaître. Difficile d'éviter l'expression de religion. Comme d'habitude, au Borny Buzz Café, on se calme et on en parle autour d'un café. Plus de 41% des Français se disent sans religion, et cela constitue une part croissante. 48% se déclarent catholiques, 6% musulmans, 2% protestants, 1% juifs, tout comme on compte 1% de bouddhistes, et encore 1% se déclarant d'une autre religion. La difficulté, c'est de comprendre ce qu'entendent les fidèles par religion. Ainsi, il est étonnant de constater que 17% des catholiques disent ne pas croire en Dieu. Oh non! Et si on regarde du côté des autres religions, 53% affirment leur foi, mais 24% avouent ne pas croire en Dieu non plus. La religion, c'est donc bien plus que la croyance. C'est un attachement à des traditions, des fêtes familiales, des pratiques collectives et rituelles. Et tout ça devrait se passer en dehors de l'espace public ? C'est ce que nous allons voir avec les invités du Borny Buzz Café. Le Borny Buzz Café, c'est pas seulement ses invités, ses citoyens témoins et le public, mais c'est aussi son détecteur de langue de bois ici présent. Il a donc la mission de nous ramener à l'ordre dès que possible. Et la religion dans l'espace public, c'est quoi le problème? C'est le thème que nous allons décortiquer aujourd'hui avec nos invités et nos citoyens témoins. Nous rappelons que Joël Roman, philosophe, président de l'association Islam et Laïcité, est notre invité. Et à ses côtés, Yanis Maïl, islamologue français et chercheur en islamologie à l'Université de Strasbourg. Nos citoyens témoins, Inès et Michel. Michel, Inès, bonjour. Bonjour. Merci et nous sommes très heureux de vous compter parmi nos citoyens témoins du jour. Alors, Inès et Michel auront des questions à poser à nos invités avant que le public ne prenne la parole. Nous allons donc passer la parole à Inès pour la première question. Alors, ma première question serait pour M. Roman. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'une religion? Pour moi, qu'est-ce qu'une religion? Ce n'est pas seulement pour moi. Je pense qu'on essaye de définir la religion en elle-même. Donc, une religion, c'est 2 choses essentiellement. C'est des croyances, des convictions personnelles, individuelles, que chacun peut avoir. Mais ce n'est pas seulement des convictions, ce n'est pas seulement des croyances. C'est aussi des rites. C'est aussi des pratiques qui sont des pratiques collectives. Et une religion, ça a quelque chose qui a une dimension nécessairement collective. Donc, je crois que par rapport à un certain nombre de discours et de propositions qu'on entend parfois sur la laïcité, on confond parfois on oublie parfois cette dimension collective de la religion, et par conséquent, pour embrayer sur le thème qui est celui du débat, ça veut dire que la religion, elle a une existence publique, elle existe dans l'espace public, nécessairement. Sinon, c'est pas une religion, sinon c'est uniquement quelque chose qu'on a dans son fort intérieur, dans sa conviction intime. Mais encore une fois, j'ai coutume de dire que ce qu'on fait tout seul, en privé uniquement, c'est sa toilette, c'est pas la religion. La religion, c'est quelque chose qu'on fait à plusieurs et qui a une existence publique. Et Michel? Alors, ma question à M. Maïl. Donc, pourquoi les courants modernistes de l'islam ne se font-ils pas assez entendre? Alors à ce niveau-là, il est vrai qu'il existe des problèmes et des crises dans le monde musulman et comme dans les communautés musulmanes. Mais pour nuancer cet élément, c'est qu'il y a souvent un décalage entre perception et réalité. C'est-à-dire que la manière dont on perçoit les dynamiques internes à la pensée musulmane et au droit musulman ou à l'univers de référence musulman est souvent en décalage avec le travail de terrain. Et moi qui suis en contact avec des institutions musulmanes dans le monde entier, au Koweït, au Maroc, en Turquie, dans différents pays, il y a un travail qui est fait depuis des années de renouveau de la pensée, de revitalisation de la lecture des sources et de réinterprétation. Et ce travail, il existe, il est fait,
Mais peut-être qu'en France ou en Europe, il n'est pas assez mis en avant. Et pour revenir à cette question, est-ce que les signes religieux ne sont-ils pas trop visibles? Parce que certains disent que c'est une volonté de conquête de l'espace public en France. Et vous, qu'en pensez-vous en tant que chercheur? Alors, c'est pas seulement en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'intellectuel et quelqu'un qui essaye d'analyser des phénomènes sociaux. Oui. À ce niveau-là, je pense qu'encore une fois, il y a un vrai problème de perception et parfois même de distorsion idéologique. Parce que parfois, objectivement, sur quels critères peut-on se baser pour dire que tel signe ou tel signe est positif ou négatif ou est un signe de conquête ou non? Et on a, dans le cas de la France, un principe qui considère que pour se protéger de l'arbitraire, c'est la loi qui détermine ce qui est permis ou ce qui ne l'est pas. Or, à partir du moment où un signe religieux ne va pas à l'encontre de la loi et de l'ordre public, mais de l'ordre public démocratique, non un ordre public liberticide, on ne peut pas considérer, si ce n'est par une subjectivité orientée, que tel ou tel signe est un signe de conquête ou un signe de domination. Et très souvent, justement, on a un certain nombre de courants idéologiques, notamment à l'extrême droite, qui, pour un signe religieux qui est strictement passif, qui n'a rien d'une revendication ou qui n'a rien d'une volonté idéologique, vont l'interpréter de la sorte du fait de leur propre perception et de leur propre volonté idéologique et politique. Et Monsieur Joël Roman, que pensez-vous de la même question? Oui. Moi, ce que je crois, c'est que, au fond, ce qu'on considère au fond, comme des signes qui sont des signes ostensibles ou des signes affichés, etc., sont souvent des signes qui ont aussi une fonction identitaire pour un certain nombre de gens. C'est-à-dire, ça veut dire que j'existe dans cette société avec tel ou tel type d'identité. Et au fond, c'est peut-être ça qui nous heurte le plus, c'est qu'on a du mal à accepter que notre société soit composée d'individus qui revendiquent une forme de visibilité, une forme de présence visible, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. On a plus l'habitude de gens qui sont un peu passe-muraille, quoi. Mais d'où la recommandation, par exemple, qu'avait faite quelqu'un comme Chevènement ou musulman en disant « soyez discrets ». Bon, ouais. Je crois que c'est pas quelque chose qui correspond à l'état actuel de notre société. Notre société, elle est diverse, elle est multiple, elle est composée d'individus différents. Et chacun de ces individus, chacun de ces groupes a envie, pas seulement les groupes religieux, c'est tous les groupes de toutes sortes, ont envie d'exister dans la société avec leurs différences et en manifestant au fond le fait qu'ils sont partie prenante de la société dans son ensemble, qui sont citoyens comme les autres. Donc nous avons effectivement un noyau commun, mais précisément être citoyen comme les autres, c'est aussi être différent des autres quand on n'est pas, je dirais, citoyen, dans le moment où on n'est pas citoyen, dans le moment où on est soi-même. Et c'est exiger d'être soi-même dans la société avec ce que ça peut comporter. Alors, on a l'habitude de le vivre de façon plus paisible, je dirais, sur le plan des manières de s'habiller. Hein. Vous portez une cravate, moi je n'en porte pas. Bon, chacun essaye de se faire valoir un peu comme il le veut, comme il l'entend. Hein. Mais cela dit, au-delà de ça, il y a aussi précisément quelque chose qui peut témoigner d'une forme d'identité particulière, singulière, entre autres l'identité religieuse. Alors, notre équipe Borny Buzz Café s'est rendue dans des espaces publics, est allée à la rencontre des habitants et nous propose le Vox Pop que voici. C'est quelque chose de personnel en fait, la religion. Donc, c'est pas censé créer des tensions parce que la religion, en général, c'est synonyme de paix. Donc, normalement, il n'y a pas de tension. Pour moi, c'est en fait, ça développe l'amour entre les gens. Je pense qu'il y a encore un problème à ce niveau-là, comme manger halal ou mettre le voile. Voilà. Je pense que c'est encore un problème qui reste. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas facile. Pour moi, c'est pas facile. La dernière fois, je traînais en ville avec ma tante. Il y a un monsieur qui est passé à côté de nous et qui nous a crié « bande d'islamistes ». Ouais. C'est sûr que c'est pas facile. J'ai envie de rentrer toute nue dans la mer, je rentre toute nue dans la mer, j'ai envie de mettre mon foulard et mettre un maillot de bain pour rentrer dans la mer, je fais ce que je veux, je vois pas ce qui les dérange pour rentrer dans la mer en plus. Pour moi c'est une chose normale de pouvoir pratiquer sa religion normalement. Et non, c'est trop tabou en fait, tout ce qu'on fait, elle est comme ça, elle est comme ça, elle fait ça, elle fait ça. C'est difficile de la pratiquer, non, parce que quand on est croyant, on la pratique dans n'importe quel pays, mais le regard des gens est difficile sur nous. Par rapport à tout ce qui se passe dans les médias, on fait souvent l'amalgame et on a l'impression que qui dit terrorisme dit islam, alors que ce n'est pas du tout le cas. L'islam, c'est une religion de paix.
La religion, c'est la religion, c'est Dieu. Oui. Il n'a rien à faire avec la religion. Dans le temps, on vivait ensemble. Voilà. Juifs, français, n'importe quelle religion, on vivait ensemble, il n'y avait aucun problème. Maintenant, il y a tout qui est concentré en fait, sur l'islam. Voilà. Il y a tout qui revient à l'islam. Moi, j'ai grandi dans une école où il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. J'avais une amie à moi, c'était une juive. Ça ne nous a pas empêchés d'être amis. Pourtant, j'étais musulmane, elle venait à la maison, on partageait nos idées sur plein de choses. Moi, j'ai eu mon voile, j'avais 17 ans, donc limite 18. Voilà. Et moi, je l'ai mis, j'avais 30 ans. Donc Voilà. Donc ma grande sœur, elle l'avait pas. Il y avait plein de personnes de ma famille qui ne l'avaient pas. Ma mère, elle l'avait pas. Et je l'ai mis parce que c'était mon choix personnel. C'est une obligation. Que c'est obligé d'une femme, après 15 ans ou 14, qu'elle met le foulard. Je me sens mieux quand je mets mon foulard que quand je rentre genre, au lycée, je me lève, je sens pas bien, tu vois. Sur les espaces publics, il n'y a pas de problème. Juste au lycée ou au collège, ça nous pose des problèmes. C'est un espace public, Oui. Moi, j'ai envie que ma fille, elle mette le voile. Si elle veut, si elle est convaincue, je suis convaincu. Je veux que ma femme, elle s'habille comme elle veut. Elle devienne des bleds. Après, il t'impose quelque chose. Quoi que ce soit. Si elle est convaincue de mettre là, pourquoi pas? Je l'accepte qu'il est. C'est plus par rapport à Dieu en fait. Moi c'est pas parce que genre monsieur Zoubidou ou madame Zoubida va voir mes cheveux. C'est parce que par exemple quand je fais ma prière, je me voile devant Dieu. Enfin quand je vais faire ma prière, je vais pour parler avec Dieu, je vais me voiler devant lui parce que j'ai un peu honte. C'est la pudeur en fait. C'est pas pour parce que monsieur va voir mes cheveux. En fait c'est par rapport à Dieu. Et je trouve Dieu me voit tout le temps H24 quand je vais au WC, quand je suis tout nue, et il me voit tout le temps. Donc je sais pas pourquoi je mettrai mon voile seulement quand j'irai parler avec lui, quand j'irai demander quelque chose, alors qu'il me voit tout le temps. Bon, moi personnellement, avant je prends le voile. Là je cherche un travail, je peux pas le mettre. C'est à cause du travail. Mais bon, on n'a pas le choix. On vit ici, il faut s'adapter. Comment? Bah oui, il faut s'adapter. C'est pas parce que j'ai envie le voile, je pratique pas ma religion. Depuis des années d'avant, je trouvais que c'était déjà remis. Mais sans l'avant, parce que de toute façon, pourquoi ça nous concerne? Qui on est pour décider de toute façon ce qui a été fait par les personnes. Voilà, c'est difficile de la pratiquer. Le regard des gens est difficile pour nous. L'on peut retenir cette phrase de ces interventions que nous venons d'écouter. Alors je vais commencer par Joël Roman. Est-ce qu'il y a des phrases qui vous ont touché? Ben moi, ce que j'ai entendu et ce qui m'intéressait le plus, c'est peut-être la phrase où une jeune fille dit c'est un choix personnel, c'est un choix individuel. Et je crois que c'est la plupart des cas, et en tout cas, je dirais presque que ça devrait être une croyance de principe des autorités ou des interlocuteurs de penser que c'est un choix individuel des personnes. C'est-à-dire, si je commence à supposer que cette personne qui est en face de moi porte un foulard parce que ce n'est pas son choix à elle, du coup je dévalorise fondamentalement ce qu'elle pense, ce qu'elle vit, ce qu'elle est à mes yeux. Fondamentalement, je considère que c'est quelqu'un qui est manipulé, piloté, animé par quelqu'un d'autre. Au nom de quoi, au fond, on formulerait de telles hypothèses? C'est un peu ça la question. C'est-à-dire que peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être possible, mais il n'y a aucune raison de supposer ces choses-là a priori. Première chose. Et deuxièmement, donc je pense que c'est très important de partir du principe que ce sont des choix et des convictions personnelles qui dictent telle ou telle conduite dans telle ou telle situation. Je dirais de la même manière que pour l'ensemble des traits et des autres traits de la vie quotidienne, chacun d'entre nous est susceptible et supposé agir librement et à se déterminer lui-même, en quelque sorte. Donc je pose ce postulat au départ pour l'ensemble des conduites, l'ensemble des comportements. Pourquoi je ferai une exception pour le port du foulard ou pour tel ou tel autre comportement de type religieux? Donc. Alors à Yanis, Maïl, qui dit terrorisme dit islam. On voit que l'islam est sur le banc des accusés. Tout à fait. Actuellement, il y a des éléments de propagande, il y a des raccourcis, il y a des amalgames, et ça, c'est une réalité. Et ce que moi, je regrette, c'est que malheureusement, une partie de nos élites politico-médiatiques en France participent de la construction de ce problème musulman. Parce que bien plus qu'un problème effectif, on est dans la construction. On construit un problème artificiel. Et la laïcité, justement, nous dit l'inverse. Vous savez, il y a une phrase que je cite souvent de Jean Jaurès,
qui disait il faut, en termes de finalité de la laïcité, il faut apaiser la question religieuse pour aborder la question sociale et pour apporter des solutions aux questions sociales. Et aujourd'hui, on fait l'inverse. On tente d'agiter l'épouvantail de la religion, notamment de l'islam, de créer des problèmes autour de la religion pour faire oublier aux citoyens français quelles sont les vraies problématiques qui nous concernent tous, les questions d'éducation, les questions de société, les questions qui touchent même par exemple à la sécurité, les questions de l'emploi, la question du chômage. Et pour masquer leurs échecs successifs sur les questions qui créent du commun et des intérêts partagés, on agite l'épouvantail de l'islam pour trouver un bouc émissaire. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons pour cela? C'est là le problème aussi. Des raisons à quoi? Mais des raisons qui poussent aux décideurs d'agiter de façon à ce que ces questions autour de l'islam soient mises sur la place publique. Bien sûr qu'il y a des raisons. La première des raisons, c'est leurs échecs sur un certain nombre de questions. Et donc, on essaye pour cacher l'échec en matière sociale et économique, on se focalise sur les questions identitaires. Le deuxième élément, c'est qu'on sait qu'effectivement, il y a une partie de la société qui vit des crispations identitaires, qui a des craintes, notamment avec les phénomènes de terrorisme, mais au-delà de ça, avec toutes les questions qui sont liées à la mondialisation et à la perte de repères. Et donc, il est parfois plus facile pour un politique de pointer du doigt une minorité ou une communauté en disant « voilà le problème », pour gagner des voix et finalement flatter les bas instincts d'une partie de la population, plutôt qu'essayer d'élever le débat vers le haut et d'élever la France et l'historien français vers le haut pour proposer un réel projet alternatif de vivre ensemble et d'amélioration de notre condition de vie. Alors, Michel a une deuxième question à poser. Donc nous sommes dans une région où le concordat est en œuvre, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle. Ma question, c'est comment concilier le concordat et la laïcité? Alors, c'est une question. Moi, je ne suis pas spécialiste du concordat et du droit local, hein, donc j'essaie de vous répondre à partir de ce que je sais, sans être forcément. Enfin, il y en a peut-être parmi vous qui seront plus aguerris que moi et plus. Vous qui êtes strasbourgeois, vous saurez peut-être mieux que moi ce qu'il en est. Mais enfin, pour vous dire comme ça en deux mots les choses, je crois que la laïcité, c'est une valeur qui est une valeur commune à l'ensemble des citoyens de la société française. D'ailleurs, la référence à la laïcité, à certains égards, figure dans la Constitution. Donc la laïcité est pour nous, en quelque sorte, un principe commun. Hein. Le concordat est simplement un problème technique d'aménagement des relations entre l'État et les religions, qui concerne précisément, effectivement, l'Alsace-Moselle uniquement, hein, et qui a organisé les choses de telle façon que, ben voilà, c'était plutôt un système concordataire que le système de la laïcité, puisque l'Alsace-Moselle n'était pas française en 1905. Mais alors ça a des conséquences, évidemment, en termes de relations financières, de relations institutionnelles entre les églises ou les religions et l'État. Ça a des conséquences en particulier aussi en ce qui concerne l'islam, parce que ça suppose qu'il y a un interlocuteur institutionnel de l'État du côté de chacune des religions. Or, précisément, du côté de l'islam, c'est un interlocuteur qui est en partie défaillant, pour des raisons qui tiennent d'ailleurs en partie à la structure même de l'islam, hein, qui n'est pas organisée de façon hiérarchique et de façon avec des dirigeants, quoi, donc qui n'a pas ces structures-là. Alors, il y a sans doute besoin là de construire quelque chose qui soit un interlocuteur institutionnel de l'État, hein, particulièrement en Alsace-Moselle. Mais si on met à part, disons, ces aspects qui sont des aspects pratiques, hein, pragmatiques même, d'organisation, etc., le concordat en tant que tel ne déroge pas forcément, je trouve, à l'idée de la laïcité dans son principe d'inspiration. C'est-à-dire que ce que dit la laïcité, c'est au fond une organisation du pluralisme religieux, hein, et du pluralisme des consciences, au fond. Or, le système concordataire permet aussi le pluralisme des consciences. Simplement, on peut reprocher au système concordataire à un moment d'être un peu trop complaisant à l'égard des religions, puisque les religions sont financées en partie par de l'argent public. Bon, ça, c'est une exception, évidemment, qui ne serait pas valable dans le reste du territoire français, mais à cette réserve près, je ne dis pas qu'elle est secondaire, mais je dis simplement que c'est un point qui relève uniquement des relations institutionnelles entre l'État et les religions, et pas qui ne concerne pas la relation entre l'État et la société, globalement. Oui, pour ajouter un point sur cette question-là,
Cette question a été posée aux plus grandes instances juridiques de notre pays, notamment au Conseil constitutionnel, et il a été établi que dans son essence, le Concordat ne viole pas la laïcité dans son esprit et ses finalités fondamentales. Et il y a une tolérance vis-à-vis de certaines dérogations qui existent au niveau du droit local du fait d'une histoire, parce que le droit s'intègre toujours dans une histoire. Et moi je le vois par exemple en Alsace, le Concordat est aujourd'hui un élément important aux yeux de beaucoup de citoyens, de l'identité locale et de leur identité régionale. Et donc, en ce terme-là, je pense que c'est quelque chose qui doit être considéré comme un élément de l'histoire avec lequel on doit faire avec. Mais il y a un élément que j'ajouterais, c'est que même si effectivement le cadre du droit local qui permet certaines facilités dans la relation entre le pouvoir public et les religions, se trouve parfois un élément positif. Par exemple, je vous donne un élément. À Strasbourg, il y a un cimetière public musulman qui a été créé. Donc c'était une première en France et ça a été permis du fait de ce contexte local. Mais il y a quand même des failles et des défaillances et ça a été mis en avant par un certain nombre d'acteurs politiques, notamment, si je ne me trompe pas, l'actuel maire de Borny ou l'ancien maire, je ne me rappelle plus, qui était député, qu'à un moment donné, il y a eu une forme de rupture d'égalité sur certains éléments avec l'islam, parce que l'islam est une religion qui, dans son expression, en tout cas dans son expression actuelle, est perçue comme nouvelle. Et nouvelle en tout cas dans la manière dont elle s'est inscrite dans la société française. Et de ce fait, l'islam n'est pas un culte statutaire. C'est-à-dire qu'on a des cultes statutaires, des cultes reconnus dans le cadre du Concordat. Donc il s'agit de la religion chrétienne et juive, mais l'islam n'en fait pas partie. Et donc il y a un débat depuis un certain nombre d'années sur les possibilités, par un certain nombre d'accommodements raisonnables, d'accorder à l'islam pas forcément un statut de culte statutaire ou reconnu, mais au moins un certain nombre d'aménagements qui permettraient une plus grande égalité. Et donc je pense que les débats sur cette question-là doivent continuer pour aller dans le sens d'une plus grande égalité. J'ajouterais juste un point, c'est qu'au fond, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est plutôt un rapprochement des deux situations. Hein. Et le système concordataire tente à s'aligner de plus en plus sur le système général. J'en veux pour preuve simplement une décision récente qui a été celle de l'abrogation du délit de blasphème, qui était encore en vigueur dans le système concordataire, et on a considéré que le délit de blasphème ne pourrait plus être en vigueur dans le système concordataire, donc même dans ce système-là. Donc il y a des rapprochements qui s'opèrent, et petit à petit, je pense que c'est quelque chose qui... alors, sur un certain nombre de points, il reste encore une fois des différences importantes, mais ce ne sont que des... Effectivement, je rejoins, ce ne sont pas des différences d'inspiration, c'est des différences qui concernent des problèmes d'organisation uniquement. Et que pensez-vous de la participation de l'État pour des édifices religieux ? Là, la loi est claire, c'est qu'elle interdit la participation de l'État à la construction d'édifices religieux. Elle interdit la participation publique, d'argent public, à la construction d'édifices religieux. Alors, premièrement, cette loi, elle est en fait en partie contournée, assez souvent, et pour des raisons qu'on peut considérer comme n'étant pas totalement illégitimes. C'est-à-dire que là où il y a des projets qui sont des projets qui ont une dimension qui excède la dimension du religieux, et qui sont souvent des projets relativement monumentaux, on a une forme de participation de l'État sous la forme de subventions que ça a accordées à des associations culturelles accolées aux associations cultuelles. Donc il n'y a pas de subvention directe des cultes, mais il y a des subventions à des associations culturelles qui sont liées précisément aux associations cultuelles et qui permettent effectivement de contourner, je dirais, l'obstacle légal de l'interdiction de la subvention de l'État. On peut être sur des positions de principe extrêmement figées là-dessus. Je pense qu'au-delà de la position de principe, le principe est juste, mais il faut avoir dans l'application du principe, au fond, toute la souplesse nécessaire aux réalités, tout simplement. Alors ça a été fait pour, par exemple, la construction de la cathédrale d'Évry, pour le culte catholique, ça a été fait dans un certain nombre de cas pour des mosquées, et je rappelle que la grande mosquée de Paris était une construction qui a été faite sur financement public. Elle a été faite, et a été inaugurée à l'époque par Édouard Herriot, qui était un des grands dirigeants radicaux et ô combien laïque de la République française. Donc notre histoire aussi témoigne de cette capacité d'adaptation, au fond, de nos institutions avec le réel et avec la réalité des choses. Mais il y a aussi le refus des fonds venant de l'étranger pour la construction de certains édifices. Ça, c'est une autre chose. Oui. C'est pas le même problème. Le refus des fonds venant de l'étranger, c'est simplement qu'on ne veut pas qu'il y ait des financements étrangers des religions, mais
je dirais d'une façon générale, on souhaite qu'au maximum, en quelque sorte, ce qui relève des activités franco-françaises soit effectivement financé sur des fonds qui seraient eux-mêmes franco-français. Hein. Mais le refus des fonds d'étrangers, c'est le refus que, par ce biais-là, tel ou tel État puisse avoir une attitude intrusive dans la société française, et on se refuse à cette attitude intrusive, et c'est pour ça que les fonds étrangers sont récusés. Mais il n'y a pas d'interdiction d'ailleurs, hein. C'est simplement une réticence ou un refus. C'est pas interdit, c'est pas illégal. Alors, autour de la question de la laïcité, est-ce que l'État a un grand travail à faire de façon que le vivre ensemble soit de plus en plus amélioré? Yanis. Déjà, un point sur la question du financement. Et c'est là qu'on voit que les pères fondateurs de la laïcité, tels Aristide Briand et l'ensemble des pères fondateurs, avaient, dans le cadre de leur vision de la loi de 1905, une optique de souplesse. C'est-à-dire que cette loi permettra de faciliter les choses sur le terrain. Et à ce niveau-là, sur la question du financement, effectivement, la loi est claire. L'État ni ne subventionne, ni ne finance un culte. Mais ce principe n'est pas un principe absolu. C'est-à-dire que c'est un principe établi, mais qui peut permettre, tolérer de manière indirecte des financements. Et c'est par exemple parce qu'au-delà de la loi, il y a l'interprétation de la loi, et cette interprétation est validée par les grandes instances juridiques de notre pays. Et le Conseil d'État, par exemple, en 2011, a validé le fait qu'on puisse utiliser l'outil des baux amphithéotiques pour le financement d'un culte. C'est-à-dire le fait de fournir un terrain à un prix symbolique. Et donc ça a été validé comme conforme à la laïcité, à la Constitution et à la loi de 1905. Et ça prouve qu'il y a cet esprit de souplesse sur les questions de financement. Et vous parlez des fonds étrangers. Alors je pense qu'il peut être légitime de réfléchir sur la question des fonds étrangers et sur leurs objectifs, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parce qu'il y a énormément de fonds étrangers pour des lieux de culte comme pour énormément d'investissements. Et on ne fait pas état de ce type de financement et on polémique souvent sur les financements qui viennent du monde arabe, notamment pour les financements de mosquées, mais on accepte aussi de nombreux financements étrangers pour la construction d'églises ou d'autres édifices religieux. Et je donne pour exemple la grande cathédrale orthodoxe qui a été construite à Paris, qui a coûté plus de 140 millions d'euros et qui a été intégralement financée par la Russie, et avec l'accord de l'État français, parce qu'il y a eu une négociation diplomatique. Oui. Sur la question du vivre ensemble, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, l'État a plus un rôle d'agitateur, créateur de problèmes, plus qu'il ne cherche des solutions aux problématiques qui peuvent se poser. En tout cas, quand je dis l'État, c'est peut-être un mot générique, mais je pense à certaines déclarations qui viennent de certains de nos dirigeants au plus haut sommet de l'État. Et à ce niveau-là, je pense que l'État a un rôle central d'arbitre et d'agent d'apaisement dans la société. Donc il faut faire attention à ce que la logique politique qui vise à créer de la tension, parce que parfois ça peut être quelque chose qui rapporte des voix, doit être substitué à une logique à long terme qui dit comment fait-on pour à terme avoir une société apaisée, une société qui reste unie dans sa diversité, en reconnaissant sa diversité, mais qui maintient une cohésion sociale. Et ça passe par une attitude beaucoup plus positive et proactive de l'État. Justement, Inès a une question à vous poser. Oui, Inès, allez-y. Alors, ma question, c'est du coup, quelles sont vos propositions pour améliorer le vivre ensemble, vu qu'elles viennent d'être posées par vous. Je voulais rebondir sur la loi de 1905. Donc, vu qu'il y a plusieurs interprétations, est-ce qu'on pourrait avoir la vôtre? Vous pouvez nous éclairer? Déjà, ce n'est pas la mienne, c'est celle qui est donnée par les plus grands spécialistes de la laïcité. C'est l'interprétation qui a été validée par les instances juridiques de notre pays historiquement, avec l'ensemble de la tradition, par exemple, du droit administratif depuis 1905. Et c'est fondamentalement l'idée du primat de la liberté. Comme le définissait le philosophe français Paul Ricoeur, au niveau de l'État, il y a effectivement un principe de neutralité, que lui, il utilise l'expression d'agnosticisme institutionnel. C'est-à-dire que l'État n'est ni athée ni religieux, il est neutre, mais il est dans une neutralité bienveillante. Et c'est comme le dit la Constitution française, la République respecte toutes les croyances. Donc on est dans une attitude bienveillante de respect vis-à-vis des religions et de reconnaissance des religions au sens où elles sont un fait sociologique, mais pas une reconnaissance au sens où on en privilégie une contrairement à l'autre. Mais au niveau de la société civile, la laïcité ne s'applique pas du tout de la même manière. Ce n'est pas la neutralité qui s'applique à la société civile, et c'est au contraire le principe de liberté. La liberté pour l'ensemble des citoyens et des corps sociaux d'exprimer leurs convictions, qu'elles soient religieuses ou non, et faire en sorte que la société civile soit un espace de débat démocratique, où les différentes convictions puissent, dans l'idéal, par la qualité de l'argumentaire,
de confronter les idées, de faire en sorte qu'on soit dans une dynamique démocratique qui participe à l'amélioration du débat et de la vie intellectuelle. Michel, une question? Oui, je voulais rebondir sur le concordat encore une fois. Le concordat en Alsace-Moselle, c'est l'enseignement religieux obligatoire dans l'école publique. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que si on avait un peu de bon sens, on serait là aussi capable d'aménager cette disposition. D'ailleurs, je crois que c'est quand même ce qui se fait dans un certain nombre d'endroits, c'est-à-dire que à certains endroits, on l'applique effectivement de façon stricte, c'est-à-dire il faut que les enfants déclarent la religion et puis qu'ils aient un enseignement religieux en tant que tel. Un peu dans certains autres endroits, malgré tout, c'est plutôt un enseignement, et pour le coup, c'est en germe en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un enseignement d'histoire des religions ou d'éléments de réflexion sur le fait religieux, qui sont apportés aux enfants et qui permettent effectivement à tous les enfants d'avoir un peu une connaissance du fait religieux sans que ça soit forcément quelque chose. Mais cela dit, je sais que là aussi c'est un problème un peu épineux et qu'un certain nombre de religions, et je pense que là c'est pas tellement l'islam qui est en cause, mais plutôt le catholicisme probablement, ont tendance à avoir une volonté de chasse-garder au fond sur cet enseignement-là et de vouloir à tout prix maintenir ce rôle-là et cette importance-là. Bon, mais je crois que c'est ceux qui le font dans cet esprit-là mènent un combat d'arrière-garde qui vont perdre. Alors, le Bernie Buzz Café, c'est aussi le public présent. Et donc, nous allons aller dans le public. Peut-être qu'il y a des questions. Je voulais juste à poser. ajouter un mot peut-être sur la question de la conception de la laïcité. Parce que je suis tout à fait d'accord, mais sur la question du rôle de l'État, il me semble que c'est très important aussi de souligner que l'État, il prend en charge au fond d'assumer le pluralisme religieux, jusque précisément dans les cas où ce pluralisme ne peut pas être mis en œuvre en quelque sorte par les personnes elles-mêmes. Autrement dit, la liberté religieuse, l'État en est le garant, et elle fait figure précisément parmi les principes constitutionnels. Ça a permis précisément, et ça c'est dans la loi, que l'État, en dérogation, disons, en quelque sorte, à l'esprit général de la loi, finance un certain nombre de cultes quand il s'agit des personnes qui n'ont pas la liberté de culte, qui ne peuvent pas la pratiquer. Autrement dit, des personnes qui sont en situation de clôture résidentielle, que ce soit les militaires, les personnes dans les hôpitaux, les internes dans les établissements d'enseignement qui avaient un internat. À l'époque, en 1905, c'était évidemment très important, et les prisonniers. Et donc le fait qu'il y ait des aumôneries publiques rétribuées par l'État, c'est des différentes religions, et donc là aussi du culte musulman pour le coup, c'est quelque chose qui témoigne au fond de cette capacité qu'a l'État d'être en fond un offreur de services qui met en œuvre la liberté pour tous. Nous allons aller dans le public pour des questions. Est-ce qu'il y a ceux qui veulent bien poser des questions à nos invités ici présents? Monsieur Yannick Maïl, votre formation universitaire était en Strasbourg, mais aussi, si je ne me trompe pas, en Oxford. S'il vous plaît, vous venez de dire que l'État, c'est une entité, si j'ai bien compris, d'agitation, d'agitateurs. Est-ce que François Hollande, comme président de la République, est un personnage agitateur contre l'islam? Et la deuxième question, c'est il y a des mosquées qui ont fermé en tant que salafistes. C'est dit que le prétexte est fermé parce qu'ils sont salafistes. Alors, les imams aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? De la fermeture des mosquées? Oui. Alors, sur la première question, quand je parlais de l'État, c'était plus au sens d'un certain discours qu'on retrouve aujourd'hui à la tête de l'État. Ce n'est pas l'État en tant qu'institution au sens historique. C'est ça que je visais. Concernant François Hollande, alors je suis intervenu récemment sur ce sujet. Durant son mandat, il avait un discours plutôt modéré sur ces questions. Et même à un moment donné, il avait même dans un discours devant un corps d'ambassadeurs dénoncé l'islamophobie. Et c'est quelque chose que j'avais salué. Mais ce que je reproche, c'est notamment un certain nombre de propos successifs de Manuel Valls qui ont non seulement stigmatisé les musulmans, qui ont été pris comme une insulte de la part des musulmans, et qui, malgré ce sentiment d'attaque qui a été exprimé au sein de la communauté musulmane, ont créé chez lui une volonté d'aller toujours plus loin.
dans les attaques, que ce soit dans la stigmatisation des femmes qui portent le foulard, que ce soit dans l'accusation des militants qui luttent contre l'islamophobie, alors que ce sont des militants antiracistes qui luttent pour une cause noble dans ce pays, parce qu'il y a un problème d'islamophobie. Et donc il y a un vrai problème dans un certain nombre de propos qui ont été tenus par le Premier ministre. Et en tant que président de la République, je pense que François Hollande aurait dû intervenir. L'autre élément, c'est que récemment, François Hollande a fait une interview que j'ai critiquée, parce que là, effectivement, il avait un rôle d'agitateur. Lorsqu'il dit qu'il y a trop d'immigrés, et il l'a dit dans son interview, lorsqu'il dit que l'islam pose problème, et il n'a pas dit les djihadistes, il n'a pas dit les extrémistes, il a dit l'islam en tant que tel, et en tant que président de la République, qui doit représenter tous les Français, qui doit avoir un discours rassembleur, qui doit avoir un discours d'apaisement, ce type de propos est problématique et je le dénonce. Et j'espère, en faisant ces critiques, qu'elles seront constructives et qu'elles seront entendues par un certain nombre d'acteurs politiques pour qu'ils aillent dans le sens d'un mieux vivre ensemble et d'un discours rassembleur. Autre question dans le public. Il y a une autre question ? Il y a eu les mosquées, ça fait Ah, sur les mosquées, je répondrai. Sibylle van der Wald, citoyenne de Metz. Je voudrais bien savoir comment vous pensez, en tant que spécialiste sur l'islam et la laïcité française, sur les modèles de laïcisme ou bien de sécularisme dans le monde, parce que le modèle français n'est bien sûr pas le seul modèle d'un pays sécularisé. Il y en a d'autres, il y a les États-Unis et il y a l'Allemagne, beaucoup d'autres bien sûr encore. Et je voudrais bien savoir si vous voyez peut-être un problème systématique dans la façon dont le laïcisme est constitutionnalisé en France. Peut-être on devrait changer quelque chose. Il me manque un peu l'aspect un peu international et critique dans vos discours. Je trouve qu'il ne suffit pas de pointer les politiciens qui sont tels ou tels, qui ont telle tendance ou telle tendance. Il faudrait peut-être regarder d'une manière un peu plus systématique au niveau constitutionnel et comparer avec d'autres pays où ça se passe peut-être un peu mieux. Oui, parce que par exemple aux États-Unis, le sécularisme et pas le laïcisme, bien sûr, veut dire que l'État a le devoir de gérer les religions différentes dans la nation et de leur permettre une place équivalente. Ça, c'est aussi une possibilité de gérer le pluralisme religieux. Le sécularisme n'est pas le seul. Alors, ça m'intéresserait comment vous pensez là-dessus, la perspective internationale. Merci. Allez-y. Oui. Alors, vous avez raison, c'est-à-dire qu'effectivement, la comparaison internationale est toujours utile, est toujours nécessaire et permet beaucoup d'avancer. Sur ce plan-là, je crois que l'organisation du pluralisme religieux, comme vous le dites, aux États-Unis, mais on peut dire aussi en Allemagne, au Royaume-Uni. Pourtant, la reine d'Angleterre est la chef de l'Église anglicane en même temps, mais ça n'empêche que malgré tout, le Royaume-Uni est un pays où il y a une forme de pluralisme religieux, et la France aussi. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence fondamentale entre nos différents pays. L'ensemble de ces pays sont des pays qui organisent de différentes façons, effectivement, le pluralisme religieux. En France, ce qui est spécifique, à travers la laïcité, et je distinguerai volontiers la laïcité du laïcisme, qui est une espèce de manière de désigner, au fond, une conception, une surinterprétation, on pourrait dire, de la laïcité, un peu restrictive. Ça, on pourrait dire que c'est ça le laïcisme. La laïcité en tant que telle, en tout cas, est une forme d'organisation du pluralisme religieux, comme le sont les autres formes d'organisation. Donc, de ce point de vue-là, elle n'est pas fondamentalement différente. Simplement, elle implique effectivement que l'État soit dans une position de plus grande neutralité à l'égard des religions et en même temps, elle permet un certain nombre de choses aussi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des différences fondamentales entre la France et les États-Unis sur ce plan-là, essentiellement. Il y a des différences qui sont peut-être plutôt des différences, je dirais, culturelles.
hein, qui sont des différences dans les habitudes, dans les réflexes, etc. Nous avons en France une espèce de phobie, au fond, de l'intrusion du religieux dans l'espace public, alors qu'aux États-Unis, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une espèce de principe selon lequel il faut croire en quelque chose. Et que toute croyance doit être fondamentalement bénéfique parce qu'elle permet précisément le lien social. C'est pour ça que d'une certaine façon, aux États-Unis, on a une façon de comprendre le pluralisme religieux à travers la diversité des religions qui est assez large, effectivement, mais ce qui est beaucoup plus difficilement tolérable aux États-Unis, c'est de ne pas avoir de religion du tout. Alors qu'en France, au contraire, on a une tendance qui va vers l'idée que l'État ne doit pas avoir de religion, tout simplement parce que l'État est sur une position d'abstention par rapport aux religions. Donc ça fait des différences culturelles, mais je ne crois pas qu'il y ait des différences juridiques fondamentales, indépendamment des différences précises du droit et des formes d'organisation spécifiques du droit, quoi. Et Yanis, si on revenait sur la fermeture des mosquées. D'accord. Alors, il faut voir chaque cas en l'espèce. À mon sens, quand il y a une fermeture d'un lieu de culte, le principe, c'est qu'on ne doit pas fermer un lieu de culte. Parce que à un moment donné, un lieu de culte, c'est un droit pour une communauté religieuse d'avoir un lieu de culte. S'il y a fermeture, il faut qu'il y ait des éléments objectifs de violation de la loi, de troubles à l'ordre public, mais prouvés de manière certifiée, ou qu'il y ait réellement une atteinte objective à un principe légal. S'il n'y a pas ceci, je pense que c'est une atteinte aux droits fondamentaux. Le fait que ces mosquées soient salafistes, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle salafiste. L'autre élément, c'est que moi-même, alors là, je parle en tant que musulman et acteur de la communauté musulmane, je suis très critique et ma vision de l'islam dont je fais la promotion est complètement différente de ce que j'appelle le littéralisme rigoriste, que certains appellent salafisme. Et j'ai une vision complètement différente et la vision littéraliste rigoriste, je la critique. Mais ce n'est pas parce qu'on est en désaccord avec une tendance religieuse, parce qu'elle est parfois dans l'excès, parfois dans une forme d'excès dans le rituel, comme dans certaines conceptions et convictions, qu'on doit l'interdire. Parce que le principe de la liberté de conscience, c'est justement d'accepter l'ensemble des expressions religieuses tant qu'il n'y a pas objectivement une atteinte à la loi. Et à ce niveau-là, comme je peux être critique sur certains juifs ultra-orthodoxes, fondamentalistes, évangélistes, protestants ou intégristes catholiques, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre. Même si je pense que leur discours pose un problème social, pose un problème en matière de vivre ensemble, parce que c'est un discours parfois de fermeture, c'est un discours qui ne va pas dans le sens d'un mieux vivre ensemble et d'une meilleure inclusion, mais tant qu'il n'y a pas de non-conformité à la loi de la République, on n'a pas le droit de porter atteinte à leur liberté. Et je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas interdire ou faire fermer une mosquée sur le seul prétexte de son idéologie religieuse, sauf si objectivement il est prouvé qu'ils ont fait la promotion de la violence, ils ont fait la promotion du racisme ou la promotion encore pire du terrorisme. Alors là, s'il y a dans une mosquée en France des gens qui font la promotion du terrorisme, il faut bien sûr que les autorités interviennent et arrêtent les personnes concernées. Alors, Yanis, nous savons que le XXIe siècle est émaillé de beaucoup de tendances de djihadisme, par exemple, et l'État a la responsabilité de sécuriser les populations. Est-ce que vous pensez que c'est pas normal que l'État ait procédé à la fermeture de ces mosquées de façon à protéger les populations contre le radicalisme, par exemple? Toute la question, c'est que l'ensemble des citoyens français sont d'accord sur une chose. On doit lutter contre le terrorisme et les phénomènes de violence, et on doit lutter contre le radicalisme, mais il y a un débat qui doit avoir lieu sur la question des moyens. Or, je considère que considérer que la lutte contre le terrorisme donne le droit de violer les droits de l'homme et de violer les libertés fondamentales, c'est un cercle vicieux qui ne nous mènera nulle part. Et on le voit aux États-Unis avec Guantanamo, avec la volonté de restaurer des méthodes de torture qu'ils appellent soft, en enfermant des gens qui n'avaient strictement rien fait. On a au contraire renforcé le sentiment d'exclusion, le ressentiment, et ça a même participé à la radicalisation de gens qui à la base n'étaient pas du tout des radicaux. Et donc ce que je dis, c'est que si l'État français mène une politique de répression
vis-à-vis de gens innocents qui n'ont strictement rien à voir avec la violence, avec le terrorisme, on aura l'effet inverse. Ça renforcera le terrorisme et ça renforcera l'extrémisme. Donc il faut lutter contre le terrorisme et contre le djihadisme, mais toujours dans le respect de l'état de droit, dans le respect des libertés fondamentales et dans le respect des droits humains. Et c'est ça qui nous distingue des terroristes. C'est justement la défense de ces valeurs. Si on trahit nos valeurs au nom de la lutte contre le terrorisme, c'est que les terroristes ont gagné. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ajouterais simplement que peut-être qu'administrativement, les mesures de fermeture de mosquées salafistes, en l'occurrence, sont justifiées, j'en sais rien. L'administration a sans doute ses raisons, elle les donnera le cas échéant au moment venu et elle le justifiera. Il y aura probablement des recours juridiques qui vont être déposés. Et donc, à ce moment-là, on verra bien si c'était effectivement, si l'administration avait raison de le faire ou pas. Donc, accordons, disons, à l'administration provisoirement le bénéfice du doute, puisqu'il y a en quelque sorte une démarche qui se fait au nom de l'ordre public, au nom de la sécurité. Bon, et c'est effectivement, chacun d'entre nous peut s'accorder sur le fait que ça soit aujourd'hui une urgence un peu majeure, donc bien entendu, mais à condition que ça tienne la route et que ça soit sur le long terme validé, et validé notamment par des décisions judiciaires. Ça va être ça qui va, au fond, être le juge de paix de cette affaire, quoi. Alors, sur le salafisme, d'une façon générale, moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la plupart des salafistes sont des gens qui sont des intégristes religieux. C'est-à-dire c'est des gens absolument insupportables, pénibles, assez butés, etc. Bon, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas forcément des terroristes. Ce sont des gens qui sont... voilà, on n'a pas forcément envie d'aller dîner avec eux. D'ailleurs, ce serait compliqué. Donc voilà, mais ce n'est pas forcément des terroristes. C'est des intégristes religieux un peu bornés, quoi, un peu comme il y en a dans toutes les religions. Donc, ne faisons pas d'amalgame, alors, parce que sinon on procède à un amalgame terroriste, salafiste, et puis après salafiste, islam. Bon, donc c'est une des interprétations de l'islam les plus rigoristes. Certains, moi je ne prétends pas juger de ça parce que je ne suis pas musulman, mais je reconnais qu'il y a de nombreux musulmans qui ne se sentent absolument pas représentés par ça et qui ne sont pas du tout partie prenante de ce courant-là, mais c'est un courant qui existe, mais qui est au fond plutôt un courant piétiste d'ailleurs qu'un courant politique. Okay. Nous allons repartir dans le public pour une autre question. Merci. Bonjour, Philippe Vérité, étudiant de l'Université de Lorraine. Je voulais tout d'abord vous remercier pour ce débat qui va au bout des choses et qui reste vraiment, qui va aux limites justement de ce débat. Et par rapport à ça, je voudrais vous poser une question plutôt dans un raisonnement positif, ça veut dire de l'actualité des choses, de ce qui se passe en ce moment, avec la primaire de la droite et du centre, où on entend les principaux décideurs, les décideurs de 2017 que nous aurons peut-être parler de changer justement ce cadre juridique que vous parliez sur le fait d'interdire le voile sur l'espace public. On voit bien qu'il y a l'usage de la religion dans un but électoral, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à justement ce cadre juridique qui va être modifié par rapport à l'islam et à la religion, justement. Voilà, merci. Moi j'espère qu'à ce niveau-là, et c'est pour ça souvent on parle de la question du respect de la laïcité. Mais le problème, c'est que ceux qui se revendiquent le plus de la laïcité sont les premiers à en violer le principe et à en violer les fondements. Et à ce niveau-là, vouloir interdire dans l'espace public un signe religieux est une violation objective et manifeste de la laïcité. Parce que justement, comme je l'ai rappelé précédemment, la laïcité, c'est une neutralité au niveau de l'État et de ses services, mais c'est le principe de liberté pour la société civile et les citoyens de pouvoir exprimer leurs convictions religieuses. Et au-delà de ça, la France qui vit dans la société des nations européennes, mais qui aussi est une nation qui participe du monde et d'une réalité globale, est signataire d'un certain nombre de déclarations et de traités, notamment sur la question des droits humains. Or, l'ensemble des traités internationaux relevant des droits humains, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1949 ou que ce soit la Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 9 pour la Convention européenne des droits de l'homme et dans son article 18 pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, affirme explicitement que le fait de pouvoir exprimer sa religion et ses convictions religieuses dans l'espace public est une liberté fondamentale, fait partie des droits humains. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme précise
que l'expression religieuse doit pouvoir se faire en privé comme en public, de manière individuelle comme collective. Or, si ce type de mesure arrive à son terme, non seulement ce sera une violation de la laïcité française, mais ça sera aussi une violation de l'ensemble des principes des droits humains auxquels la France est signataire, dont la France est signataire. NKM a justement proposé de financer le culte musulman, et que lorsque vous disiez par rapport à la souplesse de l'interprétation juridique, il y a justement un raisonnement un peu contradictoire de vouloir faire telle loi qui va à l'encontre de telle autre loi en France. Et serait-il pas mieux de raisonner comme les Américains dans un Dieu universel? Ça veut dire, au lieu d'opposer les religions comme l'on fait en France, de vouloir intégrer les religions, de dire nous sommes fiers d'être de telle ou telle religion. Lorsqu'on voit sur les billets américains, c'est « We trust in God », et pour eux, c'est la conception du Dieu universel, ça veut dire de tous les dieux. Alors, est-ce que ce serait-il mieux d'envisager justement une construction de la laïcité dans ce sens-là, différente que celle que nous avons aujourd'hui en France? Écoutez, sur ce point-là, moi je vais ajouter un élément par rapport à une question précédente à laquelle avait répondu mon collègue, sur la question des modèles de sécularisme ou de laïcité, qui sont pluriels à travers le monde. Et on parle par exemple des États-Unis, mais on a aussi l'Angleterre ou la Norvège, la Suède, où par exemple ce sont des États où il y a une religion d'État. Une religion d'État, et pourtant, malgré cet élément-là, le pluralisme est respecté. Et on a au Canada les accommodements raisonnables, on a un certain nombre de modèles différents. Et donc, il est positif si la France ou si en France on s'inspire de ce qui marche dans ces pays-là, mais à mon sens, la France a aussi son modèle, et son modèle historique peut permettre l'expression de la diversité religieuse française. Le problème, à mon sens, ne vient pas de la laïcité en tant que telle ou de cadre légal, mais il vient plus de la manière dont certains l'utilisent dans le cadre des débats politiques ou intellectuels. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément à réformer sur le fond le principe, même si on peut le faire évoluer en s'inspirant de choses positives qui existent à travers le monde et en intégrant les évolutions sociétales et sociologiques qu'ont connues la France. Alors Inès, on revient sur vous. Vous avez une question à poser, oui. Vous parliez du salafisme, donc je voulais savoir en fait qu'est-ce que c'était, tout simplement. Ah. Voilà. Alors, Yanis va répondre à ça. Déjà, il faut rappeler que donc, le salafisme, il a plusieurs définitions. Mais au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est ce que moi j'appelle le littéralisme rigoriste. C'est-à-dire qu'il y a un littéralisme dans la compréhension des textes, c'est-à-dire qu'on prend les textes à la lettre, un peu comme ce qu'on retrouve chez les fondamentalistes protestants, et un rigorisme dans cette volonté de pureté rituelle et de pureté idéologique, avec le mythe qui considère qu'on va appliquer l'islam des premiers temps, selon leur vision des choses, sans distinguer les principes transcendants, universels, et les modèles historiques qui, eux, sont changeants. Et donc c'est cette confusion-là qui crée justement cette forme de rigorisme et parfois de déconnexion entre la manière dont qu'ils perçoivent le religieux et le décalage finalement avec l'époque moderne et l'époque contemporaine. Donc à ce niveau-là, il faut rappeler que c'est un courant minoritaire, mondialement, c'est un courant minoritaire, et que ce courant-là, même s'il peut poser un problème en matière de vivre ensemble et un problème social, ne pose pas de problème en matière de sécurité, notamment parce que le salafisme prône l'apolitisme. Les sociologues parlent souvent de salafisme quiétiste ou de tendance quiétiste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui souhaitent pratiquer l'islam comme eux l'entendent et vivre selon les normes que eux considèrent comme être la vérité, mais ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir au niveau politique ni à imposer leur doctrine sur le plan d'un État ou d'une politique. Et encore moins d'agir de manière violente. Ce ne sont pas du tout des gens violents. Donc, comme je le rappelle, au sein de la communauté musulmane, comme en dehors, il peut y avoir des problèmes d'ordre social, mais pas de problème d'ordre sécuritaire. Alors, on repart dans le public pour une autre question. Non, je voulais peut-être rebondir sur la question du jeune homme, pardon. Très rapidement. Sur le débat politique aujourd'hui, parce que je crois qu'effectivement aujourd'hui, il y a un certain nombre de propositions qui sont tout à fait aberrantes et qui sont avancées dans le débat public, mais
je ne crois pas qu'il faille à tout prix paniquer à ce propos, parce que ces propositions, on le voit bien, sont faites à des fins purement électoralistes par un certain nombre de gens, pensant, à tort ou à raison d'ailleurs, j'espère que ce sera peut-être plutôt à tort, qu'ils auront ainsi un espèce d'avantage comparatif en étant le plus délirant possible, quoi. Mais ça sera effectivement considéré comme délirant par les textes juridiques tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait interdire le port du foulard dans l'espace public ferait de toute façon une démarche qui serait non constitutionnelle et qui serait immédiatement invalidée par le Conseil constitutionnel. Donc, il faudrait au préalable réformer la Constitution. Et réformer la Constitution en introduisant dans la Constitution le fait qu'il est constitutionnel de réglementer la manière dont les gens s'habillent dans l'espace public, bonjour, quoi. Ils ne sont pas prêts de s'en sortir. Hein. Donc je pense quand même que c'est quelque chose qui... on a quand même un certain nombre de textes juridiques qui balisent les choses de manière suffisamment précise. On est un État de droit, et cet État de droit garantit un certain nombre de libertés fondamentales aux citoyens. Je pense que ça, c'est une base qu'il faut admettre. Oui, une question dans le public. Alors, je voudrais revenir à la première question que Michel a posée sur pourquoi n'entend-on pas suffisamment les voix modernistes de l'islam, par exemple. Donc, vous avez tenté d'y répondre. Pardon, je peux me lever? Je pense que Yanis Maïl, vous avez tenté d'y répondre, mais c'était un peu bref, donc je souhaite y revenir. Donc sur la question, on entend beaucoup, souvent dans l'opinion publique, surtout pour les gens qui ont peu de connaissances sur l'islam, on associe souvent islam, pas de modernisme, c'est rétrograde, c'est le voile, c'est les femmes asservies, patati patata. Donc je voudrais savoir pourquoi effectivement il y a des islamologues qui ont étudié, enfin qui proposent un islam très moderne. Donc, qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi ne les entend-on pas assez? Alors, je fais référence un peu à M. Bidar. Qu'est-ce que vous pensez de Abdelnour Bidar, par exemple? Entre autres, hein, ce n'est pas le seul, mais c'est un de ceux que je connais le mieux dans ceux qui me semblent modernes. Après, c'est toujours la problématique sur qu'est-ce qu'on considère comme étant moderne ou non. Et est-ce qu'une religion a nécessairement vocation à s'adapter à l'idéologie dominante? Donc, qu'est-ce qui relève de l'idéologie dominante, qu'est-ce qui relève des nécessités de l'époque? Donc, moi, je pense qu'il y a une nécessité de repenser l'islam sur la base du prisme des nécessités de l'époque et des changements qui ont eu lieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément revoir l'ensemble des principes fondamentaux de l'islam en considérant qu'ils ne sont pas en adéquation avec ce qu'on perçoit comme étant la modernité ou ce qu'on perçoit comme étant la vérité. Là-dessus, il y a quand même une marge de débat qui est importante. L'autre élément, c'est que pour moi, les changements fondamentaux sur la question des réflexions autour d'un renouveau de la pensée musulmane, ils se font déjà, mais ils ne se font pas particulièrement en France, parce que la France n'a pas une place de centre intellectuel sur les débats sur l'islam, mais ils se font dans le monde musulman. Et pour vous citer quelques exemples, il y a eu au Maroc, en 2004, une réforme du droit de la famille, qui visait à accorder plus de droits aux femmes notamment. Et cette réforme s'est faite parce qu'au Maroc, sur les questions de ce qu'on appelle ahwal al-shakhsiyya, c'est-à-dire le statut personnel, on applique le droit musulman, et historiquement le droit musulman malékite. Et il y a donc eu une réforme de ce droit en faveur de plus de liberté à la lumière même de l'islam et des principes de l'islam. Je vais vous donner un autre exemple, c'est en Turquie. Il y a là-bas donc, ce qu'on appelle le Diyanet, c'est l'équivalent des ministères des Awqaf dans le monde arabe, c'est-à-dire un ministère des affaires religieuses ou des affaires islamiques, qui a fait un travail sur plusieurs années, si je ne me trompe pas, au moins 10 ans, de relecture des ahadiths, c'est-à-dire des traditions prophétiques. Et donc ils ont réétudié les chaînes de transmission et ont remis en cause notamment un certain nombre de hadiths en considérant qu'ils n'étaient pas authentiques, et notamment des hadiths qui pouvaient être perçus comme discriminatoires à l'endroit des femmes. Et donc, ils ont publié un grand nombre d'encyclopédies qui non seulement font ce travail critique sur les hadiths, mais en plus de ça, font un travail de commentaire et de contextualisation. C'est-à-dire qu'on ne prend pas simplement le texte en tant que tel, mais on rappelle son contexte, ses finalités, et on essaye de faire un travail de pédagogie pour que le musulman puisse comprendre quels sont les principes fondamentaux et les finalités de sa religion, au-delà de prendre simplement un texte à la lettre et de l'appliquer de manière décontextualisée dans une réalité qui est complètement différente.
Alors, nous sommes au terme de cette émission. Yanis Maïl et Joël Roman étaient nos invités de l'émission du jour. Et la religion dans l'espace public, c'est quoi le problème? C'était le thème décortiqué au cours de cette émission. Et Inès et Michel étaient nos citoyens témoins. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro. Au revoir. Jazz frightens people. Jazz frightens people. Et les réponses, j'ai bien aimé parce que c'est ce que je pense de la réalité. Le problème, c'est que justement, on n'en débat pas assez, enfin, on ne va pas au bout. Parce que comme là, ça a été très court, par exemple, je pense qu'il aurait fallu un peu plus de débat pour vraiment arriver à une réponse. Religion et espace public, mais on a beaucoup parlé de laïcité et il y a toujours quelque chose qu'on oublie dans ces débats, c'est les athées. Les athées sont très nombreux et tout tourne toujours autour des croyants et des pratiquants et des religions. Et à un moment donné, quand on évoque l'espace public comme un espace de liberté, où toutes les convictions religieuses ou non religieuses peuvent s'exprimer. Donc ça c'est une réponse, c'est-à-dire que la laïcité, c'est-à-dire qu'au sein de la société civile, dans l'espace public, c'est un espace qui appartient à tous. Là, simplement, ce qu'on peut regretter, c'est que c'était un peu court, mais c'est toujours un peu court et on est toujours un peu frustré, quoi, parce qu'on aurait aimé aller un peu plus au fond des choses. Et ce que j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas eu le détecteur de langue de bois. C'est notre compagnon de l'émission, comme j'ai dit à la jeunesse de l'émission, que le Borny Bosca fait. C'est non seulement les invités, les citoyens témoins, le public, mais aussi le détecteur de langue de bois. Il ne s'est pas allumé aujourd'hui. Mais ça veut dire que c'est très intéressant déjà ce qui a été dit et c'est une richesse et on apprend. No rehearsals.